En fait, un SaaS, c'est 2 choses. C'est le fait que des gens s'inscrivent en ligne et mettent leur carte bleue en ligne, et le fait que les gens utilisent une plateforme en ligne. Moi, je savais faire le 1, mais je savais pas faire le 2. Donc je me suis dit, je vais d'abord voir si dans le 1, il y a vraiment des gens qui mettent leur carte bleue. Pour le 2, c'est-à-dire délivrer la valeur, on verra plus tard. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une serial entrepreneuse et donc je vais tout de suite l'inviter à prendre part à la discussion. Salut Nora. Salut. Bah écoute, merci beaucoup de prendre le temps de venir répondre à mes questions. Je t'invite dans un premier temps à te présenter à nos auditeurs, nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Yes. Déjà, merci pour l'invite. Ça fait plaisir. Donc je m'appelle Nora, j'ai 27 ans. Ouais. J'ai pas toujours monté des boîtes. Avant, je bossais dans la restauration. Donc j'ai commencé à bosser vers 16 ans. J'ai fait un bac art appliqué. D'accord. Parce que j'hésitais entre faire de la restauration ou être designer. Ok. J'ai choisi la restauration après mon bac. Donc voilà, et en fait, je voulais pas faire d'études forcément supérieures. Je préférais bosser, gagner mon argent et devenir indépendante. J'ai bossé quelques années dans un resto, dans plein de restos, même à Paris. D'accord. Et ma première boîte est née d'un problème que j'avais moi en tant que directrice de resto, qui était que je trouvais que mes serveurs passaient trop de temps à faire des allers-retours pour prendre les commandes des gens, amener les boissons aux gens, etc. Et c'est comme ça que j'ai compris que j'étais en train de créer une boîte, alors qu'à la base, j'essayais de résoudre surtout un problème très opérationnel de mon métier. Génial. Et ça arrivait au bout de combien de temps ? Ça faisait combien de temps que tu travaillais ? Ça faisait, je devais avoir 22-23 ans, donc ça faisait 6 ans que je bossais dans la restauration. Ah ouais, ça faisait déjà un paquet de temps. Et donc t'étais originaire de Paris ? Je suis de Paris, après, donc je suis fille de restaurateur. Ok. On a beaucoup déménagé, donc je suis revenue à Paris pour faire mon bac justement à appliquer, et ensuite, pour l'instant, je n'ai pas rebougé de Paris. J'avais déjà bien bougé avant. Ouais, bah génial, écoute. Je te propose que tu nous en dises un peu plus sur la genèse de ton aventure entrepreneuriale, parce que comme je le disais, tu n'as pas eu qu'une seule boîte, et c'est toujours le cas, tu es en exécutif sur plusieurs d'entre elles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts et comment ça s'est matérialisé finalement ? Ouais, carrément. En gros, c'était très lié à mon fameux problème pour que les gens puissent en tout cas commander depuis leur téléphone. Aujourd'hui, ça paraît un peu obvious parce que t'as Sunday, t'as Uber Eats pour pouvoir te faire livrer chez toi. En 2017-2018, c'est pas encore l'essor des plateformes de livraison et de la commande en ligne. Et le Covid n'existe pas encore. Eh oui. Du coup, au début, c'était un peu... je commençais un peu à en parler autour de moi. Et en fait, le resto dans lequel j'étais directrice, c'est un resto qui est dans ce qu'on appelle le Silicon Sentier à Paris. C'est donc entre la rue de Cléry, la rue du Sentier, enfin c'est tout ce petit quartier où, à mon époque, en tout cas, il y avait tous les incubateurs. Il y avait Numa, il y avait Partech, il y avait School Lab, il y avait pas mal de boîtes, il y avait la maison du Bitcoin, enfin c'était vraiment le petit endroit où il y avait tous les entrepreneurs de la tech. Et en fait, parmi mes clients, il y a un directeur des programmes incubation du School Lab qui en fait venait 3 fois par semaine prendre l'apéro avec ses potes au resto. Et en fait, petit à petit, je commence à lui en parler, je lui explique que j'aimerais bien que les gens puissent commander depuis leur téléphone, mais peut-être par texto, enfin en tout cas, je voulais juste améliorer le fait que le barman soit au courant un peu plus tôt des boissons qu'il doit faire, pour envoyer un peu plus, parce que en restauration t'as un truc qui s'appelle le service de la limonade. C'est de 16h à 20h, et en fait c'est t'envoies du Coca Zéro, du Perrier, des bières et tout, mais en fait faut aller hyper vite. Et voilà. Et en fait l'histoire démarre ici, c'est qu'en gros il me dit passe à l'incubateur, tu vas voir ce que c'est de monter une boîte, et il me dit notamment monter une start-up. Et du coup, c'est le début. Donc, je cherche sur Google qu'est-ce qu'une start-up. Je n'avais pas de réponse concrète à l'époque. Je comprenais pas si c'était une forme de société, genre comme une SAS, ou si c'était un modèle de société. Donc bref, je me dis vas-y go, on verra ce que ça donne. Et après, en fait, tout s'est enchaîné. J'ai trouvé un associé, Ingé, qui lui avait déjà monté quelques boîtes. Un deuxième associé qui lui était vraiment aussi de la restauration, mais avec un profil très commercial. Et moi, j'avais plus le profil CEO et je gérais le market, la com et tout dans la boîte. Et du coup, cette boîte s'appelait S'illouplaît. Et donc, je la développe pendant 2-3 ans jusqu'au Covid. Et le Covid a été, pour ma part en tout cas, un accélérateur de croissance. Parce que du jour au lendemain, le métier du coup, qu'on faisait, qui était de la commande en ligne, et plus particulièrement du click and collect, du jour au lendemain, t'as notre président et notre premier ministre, ministre de l'économie, qui à 20h en prime time, à un moment où tous les Français regardaient la télé, on était tous confinés,
dit haut et fort, chers commerçants, cherchez des solutions de click and collect, c'est le seul moyen de continuer à faire du business. Nous sommes là. Exactement. Merveilleux. Et du coup, que ce soit moi ou tous mes concurrents à l'époque, on a eu un pic de croissance, c'était le 20 avril 2020. Et bref, et après, quelques mois après, en fait, j'ai toujours eu, à côté de ça, des petites activités. Dans le sens où je m'étais un peu mal démerdée pour partir de mon premier job. Du coup, j'avais du chômage, mais pas assez pour vivre. Et à côté, du coup, je continuais à faire des extras dans la restauration. Je faisais un peu de conseils en mixologie, parce que j'étais passionnée de cocktails. Ok, j'ai reçu un spécialiste en mixologie hier. Ouais. Ah bah trop bien. Franchement, métier passionnant. Bon, j'en ferai pas mon métier, mais à l'époque, c'était ouf de pouvoir conseiller des restaurateurs sur leur carte de cocktail. Et petit à petit, les arts appliqués m'ont un peu rattrapée. Puisqu'en fait, j'avais quand même appris... t'apprends pas forcément à designer, mais t'apprends à être créatif. Et du coup, tous les restos où je passais, je refaisais un peu la carte, le menu. Après, j'ai commencé à regarder un peu comment on fait un site internet, des choses comme ça. Et du coup, pour financer S'il vous plaît, j'avais créé une branche que j'ai, avec beaucoup d'humour, appelée « Et merci ». Et en gros, cette branche, c'était tout ce qui est créatif, qu'un restaurateur sait pas forcément faire. Donc c'était création de menus, création de logos, création de, de vitrines, de devantures, de tout ce qui se fait quand t'es un restaurant. Petit à petit, pendant le Covid, donc j'avais toujours ces deux petites activités. En réalité, S'il vous plaît était 0% rentable. C'était un puits sans fond, le truc. On perdait de l'argent semaine après semaine. Mais on y croyait. Comment ça se fait ? En fait, c'est un SaaS. Pour gagner de l'argent en SaaS, soit t'es très bon dès le départ et très vite t'atteins, entre guillemets, ton point zéro, quoi, ton point de rentabilité. Soit tu te fais financer par des invests, par du prêt, etc. Et en fait, nous, les invests nous ont dit non. Les prêts, on en a eu un, mais c'était pas beaucoup. Et le point zéro, il était à 48 mois, tu vois. Donc on s'est dit... Fallait tenir. Exactement. Et pour tenir, du coup, en fait, finalement, c'était une forme de financement. C'est qu'en fait, on utilisait une autre compétence que moi j'avais, ou que après on a commencé à embaucher des gens. On utilisait cette compétence qui est beaucoup plus rentable. La prestation de service, c'est des gros billets, quoi. Et en fait, on utilisait cet argent-là pour faire survivre S'il vous plaît. Jusqu'à qu'il se passe un truc de ouf, c'est que on me propose de racheter S'il vous plaît. Donc au bout de 3 ans et demi d'existence, un de nos partenaires qui était devenu, c'était 2 gars qui s'appellent Ludwig et Nico, qui avaient monté Heypongo, qui était une solution de marketing à destination des restaurateurs, me disent écoute Nora, gros fit humain, professionnel, on aime beaucoup comment tu développes S'il vous plaît et tout, est-ce que ça te dit qu'on rachète S'il vous plaît et que tu viennes chez nous continuer à faire ça, mais avec nous, tu vois. Génial. Donc trop cool. Ça, c'était en 2021. Au moment où j'ai un peu su que... Je suis désolée, je suis en train de complètement raconter toute la vie. Non, mais t'es là pour ça. Ok. En gros, 2021, donc j'ai cette proposition de rachat. En parallèle, je rencontre Victor Apchi. Victor Apchi, qui est un créateur de contenu à la base, un ancien photographe, réalisateur, puis créateur sur TikTok et Instagram. Victor cherchait un graphiste pour faire un livre sur la food à Paris. Ça, c'était fin 2020. J'avais déjà eu les premières propositions par Heypongo, donc dans ma tête c'était en mode je veux bien faire un nouveau projet parce que potentiellement ma toute première boîte je vais pouvoir la vendre. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc en gros avec Victor on commence à travailler ensemble, je lui mets à dispo du coup toutes les ressources que j'ai. J'avais une designer en interne, nos bureaux étaient dans une imprimerie, donc pratique pour faire un livre. On avait un très gros réseau de restaurateurs, parce qu'entre S'il vous plaît et merci, plus moi les 6 ans de restauration à Paris et tout. Et bref, et du coup, on sort le livre, on le vend à 2000 exemplaires, autofinancé, vraiment c'est carton quoi. Pour vendre un peu les derniers exemplaires qu'on avait, on décide avec Victor de créer un compte Instagram. Et donc Victor, qui est créateur de contenu, décide de faire une vidéo par jour sur une adresse street food, restauration pas chère à Paris. Super. Et en fait, le truc prend de ouf. En 3 mois, on passe de 0 à 100 000 abonnés sur Instagram. Incroyable. Et quand t'as une communauté, derrière, la monétiser, c'est un peu plus simple. C'est qu'en gros, en plus, ayant avec lui un profil comme moi, qui est un profil très business, et lui un profil très créateur, et surtout très viralité et tout, c'était le bon match.
Et donc, on commence à sortir un premier produit qui est un petit abonnement pour payer tes restos moins chers à Paris. Je sortais de 3 ans et demi de galère avec S'Youplet, où mon SaaS, on avait mis 1000 ans à le développer. Enfin, ça avait été très long et dur, S'Youplet. Et là, en fait, je me dis, j'ai pas besoin d'ingé. J'en fais un peu qu'à ma tête et tout. Je suis en mode, non, mais je m'en fous, je veux pas de développeur, machin. Je commençais un peu à m'intéresser au no-code. Et du coup, je décide de tout faire en no-code et de faire un SaaS sans ligne de code. D'accord. Et le truc marche. Donc en gros, on le lance sur Insta. On a 2000 abonnés qui s'inscrivent, qui mettent leur carte bleue en 24 heures. Ce qui est, pour avoir vécu l'inverse, ouais, tu m'étonnes. Ce qui me paraissait ouf. Et le truc fonctionne, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas codé, mais en fait, ça bug pas, ça tient bien et tout. Alors que S'Youplet, c'était vraiment dur. Ça buguait souvent. Je passais mes soirées au téléphone avec mes clients et tout. Mon associé François, pareil, il a fait je sais pas combien de nuits blanches pour que le truc fonctionne, tienne et tout. Et là, du coup, je me dis, putain, merde, on est en train de créer une boîte, en fait. C'est en train de redevenir une boîte. Encore une. Encore une. Donc, c'était la 3e. Ouais. Et en fait, je finis par vendre S'Youplet à l'été 2021. J'intègre, du coup, Heypongo. Ouais. Et j'ai un statut assez particulier qui est un statut de late founder. D'accord. C'est qu'en gros, je n'ai pas de hiérarchie. Je suis associée avec Nico et Ludwig. Et moi, au tout début, je manageais la team marketing. En étant assez libre de mon emploi du temps, mais en ayant des objectifs assez précis sur faire en sorte que Pongo soit de plus en plus connu, etc. Donc en fait, je me rajoute du coup une 4e activité. Et là, c'est un peu le début des problèmes. C'est qu'en gros, je réalise que en fait, c'est ma putain de passion, quoi. C'est qu'en gros, vraiment, intervenir au début d'un projet, je pense que je suis une très bonne entrepreneur du début, une moins bonne du milieu, et je ne sais pas pour la fin. Je te dirai dans 20 ans. Mais voilà, et donc du coup, là, c'était impossible de faire autrement. Je commence à remonter d'autres projets, des petits projets, des plus gros projets. Et là, au moment où on se parle, du coup, j'ai 5 boîtes. Ouais. Avec certaines qui font plus ou moins d'argent, certaines qui ont levé des fonds ou pas. Et c'est comme ça que je suis une femme heureuse. Ouais, génial. Ah, c'est fou d'arriver à tout concilier. Alors, j'imagine que t'es organisé. J'espère pour toi, en tout cas. Sinon, ça doit être assez un peu chaotique, mais c'est trop cool que t'arrives à mener tout ça de front. Bon, je pense que tu délègues quand même une bonne partie de ce qu'il y a à faire, mais c'est toujours... on va dire la charge mentale est toujours présente quand c'est toi qui dois en gros insuffler les directives, hein, donc c'est sûr, c'est génial. Et donc là donc c'est MRC, ta dernière, qui est la plus ancienne et pour lequel tu étais à la genèse, parce que tu as rejoint Heypongo, mais en gros la plus récente, c'est les For You Event. Ouais. Ça, on n'a pas parlé encore. Ouais. Encore un projet. Qui est aussi, c'est très lié à la rencontre avec Victor. C'est qu'en gros, Victor, ça a aussi été la rencontre avec un monde que je ne connaissais pas, qui est le monde de la création de contenu. Moi, je connaissais les influenceurs, mais les créateurs, je savais même pas que créateur, c'était un métier, tu vois. Ouais. Et encore, c'est pas encore vraiment un métier reconnu et tout. Et du coup, la plus ancienne, c'était S'Youplet / MRC, qui ont un peu vécu... côte à côte. Et Merci, au début, n'avait pas forcément de nom. Ouais. C'est juste, à la base, c'était un nom de code entre nous, genre c'est du S'Youplet ou du Merci, tu vois. Mais maintenant, Merci est géré par Anissa, qui est l'extension de mon cerveau. C'est vraiment mon bras gauche, je suis gauchère. Mais en gros, voilà. En effet, avoir délégué à des gens, c'est la clé de aujourd'hui la personne que je suis, et surtout que je peux être, du coup. Parce que tu peux pas te permettre de monter une boîte par jour comme ça, tu vois. Ouais. Et tu t'organises comment, du coup ? Alors déjà, au tout début, je m'étais dit, je vais faire une journée, une boîte. Ouais. Et en fait, ça marche pas du tout, en tout cas dans mon cas. Parce qu'en fait, le truc qui est assez fou quand t'as plusieurs projets, c'est un peu comme quand tu bosses dans une agence. C'est qu'en gros, tu te sers de ce que tu vis dans chacune des boîtes, là en l'occurrence, pour nourrir les autres. Les autres, ouais, bien sûr. Et parfois, je prends de meilleures décisions sur une problématique très précise quand, dans ma journée, j'ai eu un peu d'Emercy, un peu de For You, j'ai une boîte qui s'appelle Glou Glou aussi. Quand j'ai un peu de tout, en fait, le soir, je suis en mode... J'essaye de synchroniser tout ce qui s'est passé, tout synthétiser, et là, je suis en mode, attends, mais ce que j'ai vécu là pour le guide ultime, en fait, ça m'aide là pour Pongo, et ça, c'est assez ouf. Ouais. Génial. Ouais, effectivement. Donc, pour parler un peu plus des For You Awards, concrètement, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? En gros, l'idée de base, c'est tout est né d'une For You Night. Ok. For You Night, For You pour la For You page TikTok, Night parce que c'était une soirée. Ok.
Et en gros, Victor rencontre les fondateurs de Slick, qui est une des premières agences TikTok montées par 2 gars qui avaient 21 ans à l'époque, qui sont aujourd'hui mes associés, Adrien et Antoine. Ils se rencontrent et ils se disent ce serait trop cool de réunir dans la même pièce tous les gros créateurs de contenu, donc tous ceux qui ont plus de 1 million d'abonnés sur TikTok. À la base, c'était vraiment TikTok. Ils l'organisent et en l'occurrence, ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer un peu l'opérationnel, la logistique et pour faire des cocktails. Parce que qui dit soirée dit cocktail. Oui. Victor m'appelle, je suis déjà son associé sur le guide ultime. Il m'appelle, il me dit ça te dit qu'on refasse un petit nouveau projet ensemble et tout. Bah oui, un de plus, un de plus, let's go. Et donc du coup, ce soir-là, donc je ramène les cocktails avec mon associé sur cette boîte de cocktails, avec donc, Camille. On sert les cocktails et tout, et puis finalement, en fait, moi, je suis un peu débordante parce qu'en fait, quand on me demande pas mon avis, je le donne quand même. Et là, en l'occurrence, c'est un de mes anciens métiers, genre créer des soirées ou accueillir des gens et tout, c'est en moi, tu vois, ça vit en moi. Donc du coup, je m'investis beaucoup trop et on m'a jamais demandé ça. Mais en l'occurrence, on sent que du coup, tous les 4, on arrive bien à travailler ensemble. Et en fait, ça va très vite après. On crée une deuxième For Unite, une troisième. Donc on passe de... La première, c'était 60 personnes, puis 200 personnes, puis 500. Et la toute dernière qu'on fait, 1000 personnes, on a privatisé la Villette. Donc on se dit, putain, on est passé d'un petit appart à Paris, qui était l'atelier d'une styliste créatrice, à la Villette, quoi, en moins d'1 an. Et puisqu'on est très ambitieux, on s'arrête pas là. Dans notre tête, il y avait toujours cette idée de se dire, en fait, la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour démocratiser et institutionnaliser le métier de créateur. Aujourd'hui, c'est pas une industrie, alors que la créateur économie à l'étranger, c'est une méga industrie. En France, c'est en mode, soit t'es un influenceur, soit t'es un mec drôle qui fait des vidéos, mais t'es pas, en tant que personne, créateur, tu vois. C'est pas un métier. Il y a pas d'école, il y a rien. Du coup, on se dit, un des premiers trucs qu'on pourrait recréer, issus de toutes les industries, notamment celle du cinéma, c'est le système des Césars, c'est des awards. Ça leur permettrait, du coup, de se dire « Ah, il y a un truc où, dans mon métier, on me reconnaît. » Et du coup, un peu pareil, sur un coup de tête, on se dit « Ah, mais si on louait un théâtre, oui, lequel ? Le plus beau de Paris, le Théâtre du Châtelet. » Et là, tout est parti comme ça. On est allé chercher des sponsors, mais tu vois, on le fait... Ça, ce genre de projet, on le fait vraiment à 4. On a des équipes qui nous accompagnent, mais le fond du truc, c'est du bootstrap à fond, quoi. C'est vraiment... On prend notre téléphone, on bosse jusqu'à 4h du mat, le Châtelet, c'est nous qui faisions toutes les visites, on signe les contrats, c'est moi qui ai écrit le contrat, je suis pas juriste, mais j'ai écrit le contrat à nos sponsors, j'espère qu'ils le reliront pas. Mais tu vois... Prochain, tu pourras demander à ChatGPT de t'aider, donc c'est pratique. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que quand j'ai découvert ChatGPT, le premier truc que j'ai demandé à ChatGPT, c'est si tu devais organiser une cérémonie... Quelle est la to-do list d'une cérémonie. Parce qu'en fait, quand on a organisé cette cérémonie, on n'avait pas la to-do list. Et c'est en faisant qu'on découvrait la to-do list éternelle et infinie de organiser une cérémonie. Et en fait, c'était ouf, parce que du coup, pour tester ChatGPT, je me suis dit, tiens, je vais tester ça, parce que aujourd'hui, c'est genre une de mes compétences maintenant. Et en fait, c'est ouf, parce que vraiment, mot pour mot, si on m'avait demandé d'écrire la to-do list, j'aurais écrit ce que ChatGPT a écrit. Incroyable. Donc j'étais en mode, ok, stylé. Merci. Bon, j'aurais pu gagner du temps. OpenAI, il s'amusait. J'aurais pu mettre ça plus tôt, mais bon, génial. Et t'arrives à avoir une vie perso à côté de ça? J'imagine que ça doit occuper, en tout cas, un temps de cerveau très conséquent. T'arrives à souffler, à te sortir un peu. Alors, souvent, les entrepreneurs qui sont un peu comme toi me disent bon, mais je vis que pour ça. Ce que j'entends tout à fait, mais de temps en temps, faut un peu avoir ses soupapes. Comment tu gères ça? Alors, déjà, ça dépend ce qu'on entend par souffler. Dans le sens où, au tout début, les 3 premières années, j'ai mis de côté tout le monde. Genre, famille, amis... j'avais l'impression que je sauvais des vies, tu vois. Donc en gros, j'étais en mode non, mais là je peux pas, j'ai mieux à faire, etc. Quand j'ai vendu S'il vous plaît, j'ai eu vraiment la sensation d'avoir bouclé une boucle. Et du coup, je me suis un peu détendue en mode j'ai rappelé mes amis, j'ai rappelé j'ai mon lancé frère, 3 projets en même temps. Non, mais tu vois, j'avais une autre conception en tout cas de l'entrepreneuriat, parce que pendant un moment en plus j'étais entourée par des gens qui adorent bosser, d'autres charbonneurs entre guillemets. Du coup très vite tu penses que c'est bien de faire passer ton taf avant les autres, et en fait finalement aujourd'hui je suis pas une personne qui coupe, dans le sens où je n'aime pas couper, et j'ai appris à le comprendre.
Quand on me dit pose ton tel, regarde pas tes messages, etc. Je le fais si j'ai envie de le faire. Mais par contre, c'est pas en mode si je le fais, du coup ça veut dire que je me repose. Donc voilà, donc pour moi, couper et souffler, c'est une certaine notion. Par contre, je suis une grosse kiffeuse dans le sens où bon, après, j'ai beaucoup d'amis de la restauration. Et en général, quand tu bosses dans la restauration, t'es un gros kiffeur. Okay. Étant donné que quand les gens s'amusent, toi, tu travailles et tu les sers, bah, quand c'est à ton tour de t'amuser, en général, déjà, c'est un peu plus tard dans la soirée et dans la nuit. C'est pas forcément le vendredi et le samedi. C'est plus le dimanche et le lundi. Et c'est pas forcément en France. Okay. Ce qui fait que moi, quand j'ai vraiment besoin de me calmer, de me reposer, j'ai un peu le site d'Air France facile, tu vois. Donc voilà, donc je vais partir 3-4 jours au soleil quand il fait froid ou dans le froid quand il fait chaud, mais tu vois, c'est vraiment... Et c'est ma manière à moi de trouver un équilibre vie pro, vie perso assez intéressant, tu vois. Ouais. Est-ce que les différentes équipes sont amenées parfois à travailler ensemble? Il y a un peu des connexions? Est-ce que vous avez une plateforme commune un peu pour communiquer ou travailler? Alors, on n'a pas de plateforme commune, mais c'est une très bonne idée. Okay. Parce que oui, en fait, beaucoup des équipes bossent ensemble. Pongo bosse beaucoup avec Emercy. Le Guide Ultime bosse beaucoup avec Emercy. Glouglou sert beaucoup les projets de Emercy. Et en fait, les seules choses qu'on fait, la pierre angulaire, c'est Anissa. Du coup, c'est vraiment c'est quelqu'un qui m'a rejoint il y a 3 ans et qui a changé ma conception aussi de l'entrepreneuriat. D'accord. Parce qu'en fait, elle dirige la boîte. Et moi, aujourd'hui, du coup, je ne dirige plus la boîte, ce qui est une bonne chose, parce que je ne suis pas forcément une très bonne gestionnaire. Okay. Et du coup, Anissa, en fait, étant quelqu'un aussi très investi, bah, en fait, c'est elle qui crée du lien entre Pongo, Emercy, Guide Ultime, les For You Event et tout. C'est vraiment, c'est celle qui crée du lien. Et au-dessus de ce lien, bah, du coup, moi, j'ai un peu, elle dit, ma constellation. Ouais. Et ma constellation, c'est toutes mes boîtes. Bien sûr. Et quels sont un peu tes projets futurs? Alors, sans parler tout de suite peut-être de recréer un projet, mais au moins pour les existants, qu'est-ce qu'il y a à venir? Est-ce que vous avez déjà des choses en tête ou pas spécialement? Plein de choses. Il y a beaucoup d'enjeux. Côté Pongo, on ouvre l'international. On est très attendu dans 12 mois, donc beaucoup de boulot. Moi, j'ai créé mon propre podcast, comme je t'avais dit. Et du coup, c'est une de mes manières de couper. Parce que là, mine de rien, on est en train de se parler, je te regarde dans les yeux, mon téléphone est sur mode avion. Tu vois, c'est un peu... c'est un petit moment précieux qui n'existe quasi plus dans la vie des humains. Hors du rush. Exactement. Et après, je pense que moi, je vais aussi un peu me calmer, continuer à recruter, trouver des gens qui ont envie de s'investir dans les différentes boîtes que j'ai montées et surtout m'accompagner dans mon quotidien fast life, déléguer un maximum et surtout permettre à des gens de diriger les boîtes que j'ai. Parce que en fait, je trouve que c'est des belles boîtes et que en restant à la direction de ces boîtes, je prends pas les bonnes décisions. D'accord. Parce que par manque de temps et tout, parfois je me trompe et du coup voilà, moi c'est un peu ma next step perso. C'est en fait vraiment créer une dream team à mes côtés qui peut m'aider à faire évoluer toutes ces boîtes. Ok. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu te trompes? Enfin, que tu te trompes, c'est ok, mais de là à te dire que tu es une mauvaise dirigeante, parce qu'au final, forcément, tu te trompes avant de trouver un peu le bon chemin, quoi. En fait, c'est pas forcément que je suis une mauvaise dirigeante, c'est plutôt que je suis très biaisée dans mes prises de décision. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est le côté... je pense que je suis très bonne au démarrage, hein, la preuve, à chaque fois, j'ai démarré et tout, ça a marché. Par contre, après, il y a quelqu'un qui me disait l'important, le plus dur, c'est pas de démarrer, c'est de continuer. Et c'est vraiment ça, c'est qu'en gros... je pense que ça se ressent, mais je peux me lasser assez vite. Si je fais tout le temps un nouveau projet, c'est peut-être que j'ai tout le temps besoin de nouveautés et tout. Et du coup, je pense que d'autres personnes qui sont plus des gens du long terme seraient meilleures à ma place. Ouais, t'es un peu une amoureuse de l'idée, en fait. Ah ouais, de fou. Et de l'idée et de l'exécution. Parce qu'avoir des idées, c'est trop cool. Mais alors les faire et voir, tu sais, le tout premier... je sais pas, le premier euro de chiffre d'affaires quand tu montes une boîte, ou à l'inverse, ça peut être dans d'autres choses, hein. Mais c'est vraiment genre cette adrénaline, elle est... Je sais pas, c'est une drogue en fait. Est-ce que dans un petit coin de ta tête, t'as l'idée de créer un jour un incubateur sur une verticale en industrie Ouais, j'aimerais bien. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la step des entrepreneurs qui ont vraiment percé et qui ont vraiment plus de soucis financiers. Ouais, pas forcément, mais ouais. Non, pas forcément, mais disons que, en tout cas, moi, ceux que j'admire, c'est genre Hugo Benz avec La Chapelle et tout. C'est des trucs... il est arrivé à ça parce qu'il a franchi des étapes que j'estime pas encore avoir franchies. Mais ouais, gros rêve.
Oui, il a pas que la chapelle, effectivement. Non. Ouais, j'imagine. Bah, en fait, c'est ce qui serait génial, hein, parce qu'effectivement, tu aides les entreprises à se lancer, à développer leur idée, parfois même à trouver leur idée, parce qu'il y a des fondateurs qui viennent un peu juste avec leurs compétences et il faut les driver, ils ont besoin de mentoring. Et je pense qu'effectivement, pour quelqu'un comme toi, tu ne restes pas dans l'opérationnel, tu les aides, tu les guides, et puis c'est un perpétuel recommencement. Ça pourrait vachement te convenir, quoi. Tu as d'autres projets, parce que je me doute que tu as quand même un ou deux projets déjà en stock, en dehors, même si tu te freines, je le sens bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Putain, tu es fort. Alors oui, j'ai 2 autres projets. Ok. Un qui est un peu l'aboutissement de... c'est un peu pour fêter, je sais pas, mes 10 ans de travail. Ouais. Mais en tout cas, étant fille de restaurateur, Ouais. j'ai passé du coup les 20 premières années de ma vie à dire à mes parents qu'un jour j'aurais un restaurant. Ok. Jusqu'au moment où j'ai vraiment bossé dans un restaurant et je me suis dit, waouh, mais jamais de ma vie j'aurai un resto. Mais par contre, du coup, avec tous les métiers que j'exerce et tout, un des trucs sur lesquels j'aimerais m'orienter, c'est de créer une marque de restauration. Ok. Dans le sens où c'est un truc qui se fait beaucoup, notamment à l'international, c'est utiliser, entre guillemets, des restaurants qui existent pour créer une espèce de communion de restaurateurs qui, par une expertise market, une expertise très ops, une expertise très cuisine, gastro et tout, en fait, tu proposes à tous ces restaurateurs d'être sous le drapeau d'une même marque. Okay. Et c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Une sorte de franchise. C'est une sorte de franchise, mais un peu plus stylée. Ouais, non mais j'entends, ouais. Et du coup, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire parce que je me rends compte qu'en fait, on a toutes les ressources. Si j'additionne toutes les boîtes, en fait, on a toutes les ressources pour faire ça. Et c'est dans les tuyaux. Ouais, ok, génial. C'est un peu comme Big Mama, dans un sens. Je sais pas, parce que Big Mama, ils ont vraiment des restaurants. Ouais. Là, dans ce que je t'explique, en fait, t'as pas vraiment de restaurant, mais disons que tu amplifies des restaurants existants en les mettant sous l'égérie d'une marque qui, elle, par contre, participe à faire en sorte que la marque explose, tu vois. Okay. Et que du coup, les restaurants se remplissent, etc. etc. Après, voilà, c'est un projet, c'est pas du tout une invention de ma part, hein. Il y a plein de gens du métier, d'ailleurs, qui se dirigent vers ça. Ok. Et, super intéressant. Et voilà. Et le deuxième avec mon cher ami Alex Raffetin, qui est le cofondateur de Père et Fiche. On aimerait monter un format, c'est pas forcément une boîte, mais il y a plein de manières de monétiser. Mais on aimerait monter un format où en fait on aide des entrepreneurs. En fait, on est très sollicité par des entrepreneurs, puisqu'on commence à prendre la parole sur LinkedIn, qu'on raconte un peu notre vie, et qu'il y a certains projets sur lesquels on a été quand même sous le coup des projecteurs et tout. Ouais, puis que vous avez des réussites aussi. On a quelques réussites. Disons qu'apporter de la valeur à tous ces gens qui viennent nous parler, en fait, soit tu deviens un énorme bâtard et tu réponds plus à personne, mais ce qui perso n'est pas dans mes valeurs et pas dans celle d'Alex. Soit t'essayes de te dire, attends, ils nous posent un peu tout le temps la même question, ils ont toujours un peu les mêmes problématiques, etc. Comment on peut faire en sorte d'apporter de la valeur à plusieurs personnes en même temps ? Parce que malheureusement, mes journées font aussi 24 heures. Oui. Et du coup, on a envie de créer un peu un format qui s'appelle Expresso Marketing. Ok. Et qui permettrait pendant 1 heure de tacler les problématiques de quelqu'un, quelles qu'elles soient, grâce aux compétences qu'on a pu acquérir avec Alex. Et ça, c'est plus pour se faire kiffer tous les deux, et surtout pour... je pense que c'est hyper important de donner en retour, de give back, tu vois. Moi, quand j'ai monté ma première boîte, il y a des entrepreneurs qui ont passé des heures à répondre à mes questions nulles du début, où en fait, j'avais l'impression que ma boîte allait couler tous les 4 matins. Et ils ont eu la patience, l'énergie pour m'expliquer des trucs. Et demain, moi, j'ai envie d'être cette personne-là, quoi. De passer un peu de temps avec les nouveaux, quoi. Génial. Une sorte de office hour, mais dédié sur un projet, par exemple. Ouais, exactement. Génial. Trop cool. Maintenant qu'on a dit tout ça, si tu pouvais recommencer un projet ou ton expérience entrepreneuriale from scratch, qu'est-ce que tu ferais ? Alors, c'est assez marrant parce que j'ai retrouvé cette note, je pense que je l'avais écrite il y a genre 1 an. Et en fait, j'avais un peu listé tous les trucs que j'ai appris en 4 ans de boîte qu'on m'avait pas dit de faire à la base. Et c'est très con. Et en fait, donc je sais pas si ça répond exactement à la question, mais du coup, c'est plus global à toutes les boîtes. Il y a, donc je vais te donner les 10 petits trucs. C'est vraiment des petits tips. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, moi, si demain je remonte un projet, c'est vraiment les 10 trucs
que je ferais vraiment. Ok, génial. Écoute, je te dirai si c'était ressorti aussi dans les anciens épisodes. Ok. Donc il y a un détail, mais quand tu t'abonnes à des outils, quand tu achètes des prestats, au début on te dit pas qu'il faut créer une adresse mail pour récupérer toutes tes factures. Ouais. C'est très con. C'est très con parce qu'en fait, une fois que ta boîte marche, c'est des trucs sur lesquels tu peux passer jusqu'à 16-20 heures par mois. Si en plus t'as pas la petite personne qui va te récupérer tes trucs. Partout. Exactement. Aller donc sur en le fait, bon compte. crée une adresse mail qui s'appelle facturation@maboîte.com. C'est trop bien. Crée tous tes comptes, tout ce qui se paye, tu crées tes comptes avec cette adresse mail et pas ton adresse mail perso comme tous les founders font au début. Parce qu'après, c'est l'enfer ta boîte. Ouais. Après, il y avait un deuxième truc, c'est tout con, mais en fait, sur les premiers jours de ta boîte, il faut que tu aies un CRM. Ok. Parce qu'en fait, au tout début, tu te dis, c'est des trucs que je vais pouvoir garder dans ma tête. Et en fait, moi, aujourd'hui, mon téléphone portable, par exemple, ayant bossé avec plein de restaurateurs, j'ai genre, je pense, 500 ou 600 personnes qui m'appellent, qui m'écrivent, etc. Je sais plus pourquoi, comment, ce qu'ils m'avaient dit, quand tu les as rencontrés, quelle date. Ouais. Et même si au début, ta boîte, elle est toute petite, mais en fait, avoir un CRM avec l'historique de tes rencontres, de tes discussions, échanges, demain, t'embauches quelqu'un, en fait, t'as tout ton cerveau qui est déjà dans quelque chose. Carrément. Tu gagnes genre 1000 ans d'onboarding, de tout ce que tu veux, de déléguer, etc. Et c'est pareil, on m'avait pas dit au début. Donc j'en veux aux gens qui me l'ont pas dit. Après, il y a un autre truc, c'est continuer, mais ça je le fais maintenant, mais c'est toujours avoir une journée où tu prends pas de rendez-vous. D'accord. C'est con, mais en fait, un rendez-vous par jour, bah en fait, du coup, t'as jamais plus de 4 heures dans une journée qui sont dédiées à du deep work, du hard work. C'est trop dommage. C'est souvent dans ces moments-là où tu vas prendre les meilleures décisions et tout. Donc avoir au moins une journée où tu prends pas de rendez-vous. Ok. Bon, après, je te passe un peu tous les trucs cons, mais il y a un petit détail aussi sur ton site. Dès que tu lances ton site, mets un pixel. Ouais, pixel Facebook. Tout à fait. Ouais. Ça te permet, dès le premier jour, dès la première personne qui visitera ton site, d'avoir une trace de son adresse IP et de pouvoir, entre guillemets, un jour peut-être, recommuniquer avec elle via du retargeting sur Facebook, etc. Et ça, sur une de nos boîtes où on a eu beaucoup de trafic, mais on pouvait pas le prévoir. Hein. Ouais. On l'a mis... c'est jamais trop tard pour mettre un pixel, mais on l'a mis très tard par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Et c'est trop con, tu perds des gens dans la nature, alors que c'est déjà assez compliqué de faire venir des gens sur ton site internet. C'est clair. Ouais, carrément. Et après, Notion. Ouais. Notion, obligation légale. Ouais. Notion, c'est la vie. Merci les gars. Exactement. Non, franchement, trop stylé. Et après, un dernier petit truc. Ce qui a fait que le guide ultime a marché si vite, c'est aussi parce que avant de créer un produit, on a créé une audience. Ouais. Et en fait, mine de rien, tu pourrais te dire, ouais, mais d'abord, je dois trouver un associé, d'abord, je dois faire un site internet et tout. En fait, non. Un des premiers trucs que tu peux faire, c'est parler de voyage sur les réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, même si c'est 10 personnes, 100 personnes, 500 personnes, et pas 500 000 qui te suivent, c'est des gens qui te suivent pour le sujet qui sera le sujet de ta prochaine boîte. Et ça, typiquement, ça a été game changer entre S'Uplay et le guide ultime. S'Uplay, j'avais une communauté qui n'était pas visible, hein. C'était des restaurateurs, c'était mon entourage, etc. Ouais. Je suis allée à une certaine vitesse. Le guide ultime, on avait beaucoup plus de gens. On est allé à une vitesse, genre on a fait du x10, voire même x100 par rapport à la vitesse de S'Uplay, tu vois, à 3 ans d'intervalle. Donc ça, c'est fou. Meilleur truc. Là, demain, je recrée une boîte. Bah, typiquement, Expresso Marketing, c'est autour du contenu, tu vois. Et le truc de faire une marque de restauration, de la même manière, si c'est une marque de sushi, bah, en fait, dès maintenant, je devrais déjà être en train de parler avec des gens qui sont fans de sushi, tu vois. Ouais. Et après, il y en a 2-3 d'autres, mais c'est plus en mode... un des petits derniers trucs que je voulais dire, c'était un truc con, mais le soir, avant de dormir, quand t'es entrepreneur, en général, c'est le moment où t'as les pires et les meilleures idées qui viennent dans ta tête. Et en fait, au début, je me disais tout le temps, je vais pas noter, je m'en souviendrai demain matin. Et non. Et en fait, non. Ou partiellement. Ouais. Et du coup, c'est con, mais en fait, avoir toujours un petit carnet à côté de son lit, ça paraît un peu bullshit, mais en fait, quand tu le fais vraiment... Ouais. Moi, c'est mon téléphone. Tu vois, j'ai essayé d'avoir un carnet, en fait, je vois rien, il fait noir. Bon, maintenant, c'est mon téléphone. Et en fait, le lendemain, quand, je sais pas, tu bois ton café, ou même une semaine plus tard, tu retombes sur le petit truc que t'avais écrit. Et ça, c'est pareil, c'est hyper puissant. Carrément. Alors, je conseille de même l'avoir en journée, d'avoir un peu ses notes organisées et pour pouvoir noter, pas que le soir, parce que parfois, justement, quand tu travailles sur plusieurs projets, ton cerveau continue à réfléchir sur ce que tu faisais avant, et parfois t'as quelque chose qui pop, et tu te dis, ah oui, ça c'est bien, faut que je le note. Et ce qui est super bien, généralement quand tu prends des notes, tu le fais, mais j'ai constaté que pas toujours.
relire ses notes. Et surtout relire par exemple ce que tu viens de faire, ce que tu as documenté, tu vois, ou quand tu documentes un process que tu as fait et que tu le relis. Enfin, c'est dingue parce que c'est comme un livre que l'on relit. On se dit ah oui, c'est vrai, j'avais compris ça. Forcément, il n'y a pas toutes les infos qui sont imprimées et quand on les a pas forcément mis en pratique, bah, ça a du mal à être retenu, tu vois. Mais ouais, relire ses notes, c'est fou. Bah écoute, génial parce que pour le coup, globalement, personne ne m'a jamais dit ça. Donc, je sais pas ce que vous faites. mais génial, écoute, super, vraiment. Et Notion, alors, vous l'utilisez pourquoi ? Tout. Ouais. Franchement, les 2 trucs que j'ai sur toutes les boîtes, c'est Notion et Slack. Ok. Et du coup, c'est très pratique aussi pour moi, mon quotidien. Parce qu'en fait, du coup, sur 2 pages, j'ai toutes mes petites boîtes, je clique. Ouais. Et je peux passer d'une boîte à une autre, etc. Notion, chez Pongo, ça sert énormément à documenter la boîte, genre les process, les OKR, les team meetings, etc. Et notamment, chez Pongo, on est quand même 55. Donc en gros, faire passer de l'info chez Pongo, si t'as pas Notion, en fait, t'es perdu, quoi. Donc c'est la base de knowledge de Pongo. Et après, pour notamment For You Awards, ça a été en fait, puisqu'on est 2 sociétés qui collaborent ensemble, donc c'est Le Guide Ultime et Slick, ça a été très cool en fait pour que nos 2 équipes puissent travailler ensemble. Ouais. Et notamment sur la partie commerciale, tu vois, il fallait avoir un CRM commun. Sur la partie budget, il fallait suivre les dépenses de chacune des boîtes et tout. Et franchement, en fait, Notion, mais tu peux tout faire, quoi. Ouais, carrément. Tu conseillerais quoi comme CRM ? Ça dépend à qui tu vends. Ouais. Tu vois, typiquement sur du B2B, genre que ce soit restaurateur ou autre business, franchement, HubSpot, j'ai l'impression que c'est le best. On a testé Pipedrive, Salesy ou un truc comme ça. Bah, finalement, HubSpot, de tout ce que j'ai testé, c'était le mieux. D'accord. Et après, moi, mon petit truc dont je suis un peu fan en ce moment, c'est Folk. Ok. C'est un peu genre le Notion du CRM. Ouais. Après, j'ai l'impression que c'est plus fait pour, tu vois, typiquement le podcast. Mes invités, les gens avec qui j'ai parlé, etc., je les gère sur Folk. Ok. C'est un peu comme Notion. Le truc qui est cool, c'est que t'as des intégrations avec LinkedIn, avec Insta et tout, ce que t'as pas dans Notion. Moi, pour l'instant, je le fais avec Notion. Je me suis fait un CRM à la main, mais il faudra que je passe quand même un jour sur une vraie solution. Mais bon, en attendant, je garde une trace et c'est l'essentiel. C'est déjà bien. Mais ouais, c'est clair que c'est hyper important. Génial. Écoute, est-ce que tu vois autre chose que tu ferais différemment ou peut-être nous partager un échec ou à contrario une réussite, tu vois, et que du coup, tu aimerais refaire des choses en conséquence sous un autre angle ? Alors, il y a peut-être un truc qui est... pour moi, un des gros échecs, sur ma première boîte, du coup, un de nos associés, ça l'a pas fait, tu vois, avec un de nos associés, Rémi. Et en fait, quand tu montes une boîte, tu prévois souvent les succès, mais tu prévois rarement les moments où ça va mal se passer. En disant, mais toi, ça te touchera pas, nous, on s'entend trop bien, il nous arrivera rien de grave et tout. Et malgré ce qui s'est passé avec Rémi, je n'ai jamais... j'ai vraiment continué à commettre cette erreur qui est un pacte d'associés. C'est un truc dont on me parlait, mais depuis le tout début. Et puisque je trouve que le mot fait un peu flipper et que je comprenais pas quel était le but de l'exercice, à chaque fois je l'ai mis de côté. Et tu vois, maintenant, quand t'as 5 boîtes, plusieurs associés, t'as forcément des problèmes en fait. Parfois c'est pas des problèmes très graves, ça peut être des problèmes d'argent, notamment quand tu te mets à gagner de l'argent, il y a des problèmes d'argent, des problèmes de, je sais pas, quelqu'un qui veut un peu couper. Tu vois, j'ai un de mes associés qui m'a dit, franchement, je veux faire une pause de 6 mois. C'est imprévisible. C'est des trucs sur lesquels tu peux complètement être d'accord avec ça, tu vois. Enfin, moi, perso, j'étais grave d'accord. Mais par contre, si tu prévois pas un peu les tenants et les aboutissants de tout ça, tu repars dans des discussions qui sont très humain à humain. Alors qu'en réalité, t'es quand même soumis à pas mal de droits et devoirs quand t'es gérant d'entreprise. Donc, moi, j'aurais tendance à dire... en tout cas, mon gros échec, ça a été ça. Ça l'est encore. La solution, elle est simple. Hein. C'est faites un pacte d'associés. Ouais, carrément. Après, de là à le faire, c'est un exercice tellement dur à faire. Avec un associé et que tu t'entends bien, c'est un peu comme si le jour de ton mariage, on te disait de dire à ta femme ou à ton mec, du coup, juste on peut parler du divorce vite fait, tu vois, c'est trop bizarre. Après, ça existe, hein, c'est un contrat de mariage. Hein, donc, ouais, de ouf. Non, oui, de ouf. Mais la preuve, tout le monde ne fait pas de contrat de mariage. Ouais. Et du coup, tu vois, c'est... Voilà, moi je conseille à tout le monde de faire un pacte d'associés. Alors, pour le coup, ça on m'en a déjà parlé, mais... C'était plutôt des entrepreneurs très expérimentés, donc c'est mes 2 premiers épisodes, donc Jacques-Olivier et Thibaut, si vous nous regardez. Donc c'est 2 anciens associés, donc je les ai eus individuellement.
Et effectivement, les deux m'ont parlé de l'importance d'avoir un pack d'associés parce que, comme tu le dis si bien, t'as beau bien t'entendre, et ben, parfois c'est comme ça. Il y a quelque chose qui se passe et quand ça touche la finance, c'est vite compliqué. Donc, ça mange pas de pain, entre guillemets. Autant le faire quand on est encore en de bonnes relations. Éventuellement se faire accompagner si c'est un peu difficile, tu vois, mais je pense que ça doit exister. Il y a une solution pour tout maintenant, donc ou presque. Et effectivement, je pense que c'est une super idée. Et je recevais Mathieu Piedmort de Linker, et justement, lui aussi me parlait de l'aspect contrat. Ne pas travailler avec quelqu'un sans avoir de contrat, un devis signé, ça ne suffit pas. Et c'est bien qu'on parle justement du juridique, c'est pas forcément le plus sexy, juridique et administratif, mais c'est hyper important, et surtout quand ça va vite au début, mais une fois qu'on est engagé, bon... C'est exactement ça. C'est pas trop tard, mais un peu. C'est complètement trop tard. Ouais, je pense aussi, c'est complètement trop tard. Génial, écoute, est-ce que à contrario, il y aurait quelque chose que tu penses que tu as bien réussi, ou que vous avez bien réussi, une formule un peu qui a... pas magique, mais presque, et que tu, en tout cas, reproduirais sur un nouveau projet? Il y en a pas mal, et c'est souvent des victoires d'équipe, sincèrement. Après, pour moi, la plus belle réussite, ça reste le guide ultime. Parce qu'en fait, vraiment, j'ai mis à profit tout ce que j'avais appris, toutes les erreurs que j'ai faites sur S'il vous plaît, je les ai, entre guillemets, pas recommises sur le guide ultime. Et typiquement, avoir passé le step de créer moi-même un SaaS sans connaître, sans savoir coder une seule ligne, sans même comprendre ce qu'est une API, etc. Pour moi, c'est un truc sur lequel je me dis, demain, je dois remonter un SaaS. Franchement, je refais pareil. Parce que tant que t'as pas atteint X euros de MRR, ou j'aurais pas le montant exact, ça dépend un peu de l'outil no-code que tu utilises. Mais tu vois, typiquement, nous, on est sur Wix. J'aurais jamais cru pouvoir aller si loin, faire autant de chiffre d'affaires grâce à Wix. Parce que, en fait, j'avais mon référentiel qui était S'il vous plaît. S'il vous plaît, ça a été vendu, ça faisait même pas 20 000 euros de MRR, tu vois. Sauf que ça avait demandé d'avoir un dev à temps plein. Il a passé genre peut-être 2 ans à développer en tout la plateforme et tout. Ça a demandé beaucoup d'argent. Et en fait, là, le fait d'avoir fait, entre guillemets, la même chose, qui fait plus de chiffre d'affaires, sans développeur, sans product, sans rien, si c'était à refaire, je le ferais. Et dès que t'atteins vraiment ton plafond de verre, genre tu sens vraiment que tes utilisateurs ils partent à cause de ton produit, ce qui au début est rarement le cas. Les gens ils partent pas à cause de ton produit, ça c'est des histoires qu'on s'invente, tu vois. Si tu délivres bien la valeur, les gens partent pour 1000 raisons, mais normalement c'est pas juste en changeant ton produit qu'ils vont rester plus longtemps. Et là pour le coup, on a atteint ce plafond de verre, on est en train de retravailler tout le produit, du coup de passer par un dev, un product, un designer et tout. Mais au moins, j'ai appris tellement grâce à l'outil no-code que j'utilisais. J'ai eu mes premiers clients, puis mes milliers de clients et tout. Aujourd'hui, quand je dois faire un cahier des charges pour le futur produit, en fait, je parle pas dans le vent, tu vois. C'est pas juste des intuitions, c'est des trucs que j'ai testés, éprouvés, prouvé, tu vois, donc c'est là-dessus je referais exactement pareil. Si quelqu'un voulait justement se lancer comme ça et faire son SaaS, qu'est-ce que tu recommanderais, un peu des ressources, comment tu t'es formé, comment t'as appris, est-ce que t'es juste parti des différents logiciels puis tu dis moi je veux faire ça et t'as cherché un tuto sur YouTube, ou comment tu t'es un peu organisé? Alors j'ai fait beaucoup de YouTube et de tutos, donc moi c'était sur Wix. Je pense que la plupart des gens qui font du SaaS doivent se dire mais elle est complètement tarée cette meuf d'être passée sur Wix. Sauf qu'en fait, au tout début, en fait un SaaS, c'est 2 choses. C'est le fait que des gens s'inscrivent en ligne et mettent leur carte bleue en ligne, et le fait que les gens utilisent une plateforme en ligne. Moi je savais faire le 1, mais je savais pas faire le 2. Donc je me suis dit, je vais d'abord voir si dans le 1, il y a vraiment des gens qui mettent leur carte bleue. Pour le 2, c'est-à-dire délivrer la valeur, on verra plus tard. Parce qu'au pire, tu mets un énorme écran blanc en mode merci, c'est pas tout automatique, mais bientôt ça arrive, ou j'en sais rien, tout dépend le service que tu vends. En fait, en réalité, les gens qui t'ont fait confiance, qui sont allés jusqu'à mettre leur carte bleue, peuvent entendre aujourd'hui, tant que tu dis pas que t'es Uber Eats, tu vois, quand t'es une petite boîte et que tu montres que t'es une petite boîte, les gens t'en veulent globalement beaucoup moins que quand tu dis que t'es SFR, tu vois, et qu'il y a pas de 4G à Paname. Ouais, c'est clair. Donc du coup, et ça arrive en plus. Donc du coup, je dirais voilà, pour moi, se focus sur le 1, qui est de faire rentrer des gens dans un funnel. En fait, le 2 viendra après. Et quand j'ai dû délivrer le 2,
Là, tu peux prendre un consultant dev, si t'es bloqué par de la technique, tu peux te faire accompagner. Mais au moins, tu sais que ce que t'es en train de créer comme service, il y a déjà des gens qui sont prêts à l'acheter. Mais tu peux parce que t'as la trésor aussi. Et en plus, t'as la trésor. Mais après, tu sais, moi, sur les petits trucs sur lesquels j'étais bloquée sur Wix, en fait, ça m'a coûté genre 3 heures d'un dev. Parce qu'en fait, puisque c'est du no-code, il repart pas de zéro. Ouais, bien sûr. Il fait juste le petit truc que moi, je sais pas faire, c'est un métier. Et que lui a fait en 3 heures parce que c'est 3 bouts de code, tu vois. Ouais. Bah super. Bah écoute, merci beaucoup, c'est vraiment très cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre pour la suite des aventures? Alors, moi je suis plutôt LinkedIn. Ouais. Donc Nora Barault, B-A-R-A-U-L-T, avec un emoji d'une meuf qui a un masque de super-héros, que je me suis absolument approprié d'ailleurs, cet emoji. Et si on veut me voir plus dans mon quotidien de kiffeuse, c'est plutôt Insta, Nora Barault aussi. Ok, génial. Bah, je mettrai tout ça dans la description de la vidéo et puis sur les différents réseaux. For You Awards, comment on retrouve ça aussi? Toutes les boîtes ont un site, si tu veux que je les recite tous, mais en gros, emercy.co, eipungo.com, foryouawards.com, guideultime.fr, enfin le guideultime de Paris.fr, guideultime.fr et ledilultime.fr. Il y a 3 sites, mais c'est bientôt fini cette embrouille. Glouglou.paris pour les cocktails, forunite.com pour l'autre extension de For You Awards. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Bah, écoute, j'aurai ma liste à la fin, j'aurai plus qu'à recopier dans la description, c'est génial. Merci encore, c'était super. Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite et je regarderai ça avec attention. Merci à vous qui avez regardé cet épisode jusqu'à la fin et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!